Merci Aurélia, merci la MRL de cette idée que je trouve très juste, hein, plutôt que de refaire encore une 6e ou 7e rencontre autour de la sortie de ce livre, de demander à des auteurs de voir quel père, quelle mère, quelle filiation il peut y avoir dans cette Suisse romande par rapport à l'œuvre qui est en train de se faire. Alors, de manière très basique, je vais vous présenter ce livre bleu et peut-être en particulier les différences, enfin en rapport à ce qui existait il y a 17 ans. Donc, en 1996 est paru le premier des 4 volumes de l'histoire de la littérature en Suisse romande. Et chaque année, de 96 à 96, 97, 98, 99, à 99, est sorti un volume. Le premier, c'était du Moyen-Âge à 1815. Ensuite, de Töpfer à Ramu. Ensuite, c'était de Ramu, enfin, à peu près à la Deuxième Guerre. Et puis, le dernier volume, c'était la littérature aujourd'hui. À savoir à l'époque 68, 70 jusqu'à 98, puisque le livre est sorti en 99. Et c'est sorti aux éditions Payot, Nadir, qui ont bien vendu les 4 volumes. Certains des 4 ont été épuisés. Et puis, entre-temps, il y a eu une faillite, donc le livre, aucun des livres n'était plus disponible. Si bien que non seulement il y a 2 ans et demi, 3 ans, du temps avait passé entre 98 et 2013, mais de toute façon, on ne trouvait plus ces livres. Donc, Sylviane Dupuis a démarché en coulisses, avec l'aide de Daniel Maggetti, à la fois Roger Francillon, qui était le maître d'œuvre, le chef d'orchestre de cette histoire de la littérature romande, et des éditions Zoé. Moi, je n'ai pas hésité une demi-seconde parce que j'ai beaucoup consulté ces 4 volumes. J'ai découvert pendant le travail avec Roger Francillon le premier des volumes qui parle en particulier magnifiquement bien de la Réforme. Voilà, on s'est un peu jaugé. Lui et moi, on était tous les deux assez effrayés par l'ampleur de ce qui nous attendait. On s'est bien entendu, et puis la première chose à faire, c'était de voir quel groupe de travail pouvait se réunir pour réfléchir à cette refonte. Et comment faire? Est-ce qu'on réimprime? Est-ce qu'on réimprime pareil? C'était 4 volumes très grands avec une iconographie extrêmement riche, magnifique. Est-ce qu'on fait un 5e volume? Est-ce qu'on garde les images? Il y avait beaucoup de choses possibles. Est-ce qu'on refait le volume 3, le volume 4? Est-ce qu'on rajoute juste un tout petit peu au volume 4? Enfin bref. Alors, pour ça, il fallait pas être évidemment... Enfin, il fallait du monde pour avoir... il fallait un peu des sparring partners, comme on dit. Alors, il y a Roger Francillon qui a donc accepté cette charge énorme, mais avec une grâce et une élégance qui fait que le livre a vraiment pu se faire sans heurts. On s'est dit qu'il fallait un groupe de travail assez mixte. Et du coup, on a eu Isabelle Ruff, qui est pas tout à fait, mais plutôt proche de la génération de Roger Francillon, qui, elle, depuis à peu près 30 ans, lit presque tout de la production littéraire en Suisse romande. Ensuite, on avait les 2 points de vue académiques avec Daniel Maggetti, directeur du Centre de recherche des lettres romandes, et puis en quelque sorte son homologue genevoise qui est Sylviane Dupuis. Ça, c'était des points de vue, disons, les plus scientifiques, on peut dire. Et puis on a une spécialiste de la poésie avec Marion Graff, et puis un spécialiste du théâtre avec Joël Haguet. Et puis on s'est dit qu'il fallait absolument avoir une génération plus jeune. Et alors deux personnes sont arrivées aussi. D'une part Anne Pitou, qui est là ce soir, qui est journaliste au Courrier, très investie dans la littérature romande, d'une part, et puis d'autre part Daniel Vuata, qui a aussi fait office de secrétaire de rédaction, ce qui est un énorme travail, et qui lui avait l'avantage de l'âge et aussi de faire partie de cette association qui s'appelle l'AJAR, Association des jeunes auteurs romans,
qui envisage la littérature d'une manière assez nouvelle, c'est-à-dire assez collective, aussi très performative. Ça, c'est pas forcément nouveau, mais enfin, ils font des jeux littéraires, des concours littéraires, des écritures en commun. Enfin, ils inventent toutes sortes de formes assez joyeuses, je dois dire, beaucoup d'énergie. Évidemment, ils utilisent beaucoup les réseaux, enfin les outils qu'on peut avoir aujourd'hui grâce à l'informatique. Voilà, donc tout ce monde se réunit et on a convenu assez rapidement que ce qu'il fallait faire, c'était pas particulièrement toucher, sinon de manière un peu bibliographique, les 2 premiers volumes. Le 3e volume, tous les auteurs des chapitres ont revu leurs textes. Certains les ont complétés de manière très substantielle. Le chapitre sur Chesset, le chapitre sur Starobinski devait vraiment être complété. Et puis surtout, ce volume 4, après réflexion, c'est très compliqué de parler de la littérature contemporaine dans un livre qui fait un peu office de référence. On n'a pas le recul, c'est pas du patrimoine. Donc on peut pas dire cet auteur-là, il est très important, on va vous expliquer pourquoi, et puis historiquement, le contexte, c'est comme ça. C'est beaucoup trop fragile, c'est beaucoup plus changeant, c'est beaucoup plus volatile. Donc on s'est dit qu'il fallait tout refaire, accepter que certains chapitres n'allaient pas être repris. Et puis, on a longuement tâtonné, on a fait des listes vertigineuses de noms d'auteurs. C'est les auteurs vivants qui étaient dans les 4 volumes, les auteurs vivants qui ne sont pas et qu'il faut mettre. On a réfléchi à ces listes et puis on s'est dit la meilleure manière de faire, c'est thématique. Donc, au final, on a une première partie... si vous voulez, donc vous avez compris, on a un livre, hein. On n'a plus 4 livres, on en a un. On n'a plus d'images, parce qu'on n'arrivait pas à avoir cette richesse iconographique si on voulait avoir un seul livre. L'idée du livre, du seul livre, c'est qu'on ait plus la sensation de la continuité historique. C'est pas parce que Calvin a existé, a vécu à Genève qu'aujourd'hui on a Catherine Safonov. Bien sûr que non. Mais enfin, il y a un fil qui est très fin, qui peut s'effilocher, mais il y a quelque chose qui peut être saisi aussi parce que c'est un seul livre. Alors, voilà, ce 4e volume est devenu le chapitre, sauf erreur, la partie 13 de ce livre bleu, où on a une histoire culturelle des années 70 à 2014. Ensuite, on a une très grosse partie qui est plutôt thématique, qui aborde les auteurs soit par genre, soit par thème, c'est-à-dire la poésie, le théâtre, l'autofiction, le voyage, le polar, la science-fiction, le roman de société. Bon, ça, c'était vraiment un peu quel roman n'est pas un roman de société, hein, donc ça, c'est un peu le chapitre valise. Et puis d'autres chapitres plus thématiques, par exemple sur... ces auteurs qui font une recherche, enfin qui ont une langue tellement particulière, tellement à eux, comme Noël Reva, ou bien ces auteurs qui créent vraiment un univers en soi grâce à une langue qui leur est propre et qu'on retrouve de fois en fois, comme Jean-Marc Levet ou Valère de Varina. Ça, c'est la partie 14. Et la 15e partie, qui est la dernière du livre, c'est 3 chapitres qui réfléchissent au rapport que peut entretenir la littérature en Suisse romande avec le monde. Donc on a un chapitre sur la traduction, en particulier les rapports de traduction avec la partie allemande, la partie alémanique de la Suisse, mais pas seulement, aussi de manière plus générale. On a un chapitre sur des auteurs qui viennent en Suisse romande s'installer, vivre alors qu'ils ont une autre langue. Ça peut être l'italien avec Pasquali, ça peut être le roumain avec Popescu, ça peut être le français du Cameroun, un mélangé avec le bassa pour un plus jeune comme Max Lob. Et comment est-ce que ces auteurs-là inventent une langue à eux alors qu'ils ont en eux 2 langues en tout cas et 2 cultures aussi en tout cas. Et ce frottement-là, qu'est-ce que ça donne? Et puis il y a un dernier chapitre qui
qui est un peu... C'est comme si ces 3 soirées, c'était les travaux pratiques de ce chapitre. C'est Sylviane Dupuis qui l'écrit et qui clôt, si vous voulez, cet énorme livre en se posant la question, si je la pose très grossièrement, je vous dis, elle est grossière, c'est pas comme ça qu'elle la pose, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a des spécificités propres à la littérature en Suisse romande alors, une chose que je voulais aussi dire, c'est que pour moi, qui était dedans, mais aussi un petit peu dehors de ce groupe de travail, j'ai été assez fascinée par l'entente entre les gens. Et je vous le dis maintenant parce que Sylviane Dupuis et Daniel Maggetti, sur ce sujet-là, ne disent pas la même chose. Ils ne sont pas en désaccord, mais ils ont 2 optiques et 2 manières et 2 angles de prendre cette question-là assez différentes. Et il y avait un respect, voilà, franchement admirable. Donc, Daniel Maggetti, à ce sujet-là, dit si on peut encore aujourd'hui éventuellement parler d'une littérature romande, c'est uniquement du point de vue biographique. Un auteur fait de la littérature romande parce qu'il y vit ou parce qu'il en est originaire. C'est tout. Sylviane Dupuis, elle dit oui, mais non. C'est-à-dire mais c'est ridicule parce qu'elle est là, donc franchement, je fais grossier et puis ensuite tu feras la dentelle. Enfin, ce que je dis de ce que j'ai compris de cet article de Sylviane Dupuis, c'est ce que moi j'ai envie de penser. Et puis ensuite, elle dira en quoi c'est différent pour elle. C'est-à-dire que on vient de quelque part. Si aujourd'hui, en effet, c'est évident que chaque auteur, chaque personne qui écrit, mais c'est vrai pour n'importe qui en Suisse romande et partout dans le monde, a un pied en Suisse romande et un pied dans plein d'autres endroits, que ce soit grâce à Internet ou parce qu'on vit un peu en Grèce, un petit peu en France, à Paris ou un petit peu aux États-Unis, on a une ouverture qu'on n'avait probablement pas il y a une trentaine d'années, à ce point-là en tout cas. Mais en même temps, il y a des filiations. En même temps, on vient de là où on est. Par exemple, Pascale Kramer, qui, elle, a grandi dans le canton de Vaud, est née à Genève et vit depuis 30 ans à Paris, est éditée par une maison parisienne, dit jamais je n'écrirais ce que j'écris si je n'avais pas grandi dans le Gros de Vaud, dans une famille protestante. Je pense qu'on n'est pas pareil de nos voisins français parce qu'on n'a pas vécu les 2 guerres mondiales pendant le XXe siècle. D'autre part, les Français n'ont pas, au XVIe siècle, été à côté de ces foyers de la Réforme qu'il y avait à Genève, à Neuchâtel ou dans le canton à Lausanne. Et si il y a quand même, peut-être, mais c'est vrai que c'est vrai pour toute la littérature, évidemment, mais il y a quand même, on retrouve tout au long, entre le XIVe siècle et aujourd'hui, des auteurs très significatifs chez nous qui s'intéressent à la question des apparences, à cette quête de la vérité. On a Calvin, on a Rousseau, évidemment, et puis ensuite, je sais pas, il y a Linné, il y a Amiel, il y a Starobinski, c'est pas un auteur de fiction, mais enfin, il est obsédé par cette question. Et puis dans cette salle, il y a Catherine Safonov qui est quand même tout le temps traversée par cette question-là. Et voilà, ce livre se clôt un peu autour de ces enjeux-là. Et au fond, on en a un exemple de la page numéro 5, à la page, si je ne me trompe pas, 1770, il y en a combien? Je ne sais plus, 1720 69. Voilà, en gros, cette histoire de la littérature en Suisse romande. J'espère que je vous ai donné un peu une idée de ce qu'il y a. Je ne sais pas si Sylviane, tu veux ajouter quelque chose ou pas, ou pas maintenant. Je sais pas. Petite chose, simplement, ce qui m'est apparu aussi, c'est qu'on se trouve toujours la littérature romande verticalement, c'est-à-dire on pense justement Calvin, Rousseau, Ramus, etc. Et jamais on ne fait exploser cette dimension-là pour mettre en parallèle avec la littérature française, par exemple, même roman. Pour moi, c'est très très essentiel parce que, par exemple, Alice Riva, voir que elle arrive presque avant Simone de Beauvoir, en tout cas avant le deuxième sexe, de voir que Catherine Safonov écrit
exactement en même temps qu'Annie Ernaux, et même qu'elle la précède pour son premier livre, et que toute la trajectoire de Catherine Safonov, c'est la même et autrement, parallèlement, sans savoir que l'une et l'autre existent, mais qu'elles font la même chose dans un même siècle et dans un même temps, et d'autres, enfin tout le lien avec les États-Unis, aussi tous les auteurs suisses qui ont été liés comme Sandra et d'autres avec les États-Unis. Corinne Abbey qui dit qu'elle n'aurait jamais écrit sans les romanciers américains, alors qu'on croit qu'elle est valaisanne ancrée uniquement dans son ballet catholique, etc., etc. Et effectivement, ce dernier article, c'est aussi l'idée de mettre en relation, et ça c'est vraiment un appel pour le futur, de mettre en relation ce qui se fait ici, horizontalement, dans le même temps, avec ce qui s'est fait au dehors, en particulier en France, bien sûr. Et puis de se demander, au fond, quelle est la part d'originalité, peut-être de pionnier, enfin, aussi dans la Suisse romande, et quelle est la part de dialogue contemporain avec les œuvres françaises. Je pense qu'il faut qu'on sorte aussi, et en ça, je suis d'accord avec Daniel Maggetti, mais pour une autre raison encore, c'est qu'il faut qu'on sorte de la littérature romande comme une entité close sur elle-même, et qu'on la mette entièrement en relation, en parallèle et chronologiquement en relation avec ce qui s'est fait au dehors. Et actuellement, si par exemple on va à des colloques et qu'on parle de Ramu, devant des gens qui parlent de glissant, de chamoiseau, etc., ils sont fascinés parce que ce qu'on dit du monde ramusien et du travail dans la langue de Ramu ressemble finalement parfois plus à ce que fait Chamoiseau qu'à ce que fait la France au même moment. Et voilà, il y a des tas de choses à faire pour complètement brasser les cartes et les revoir. Et ouvrir un peu cette région qui est géographiquement et parfois mentalement quand même assez fermée. Et qui est immense par sa littérature. Et puis, juste avant de finir, j'aimerais quand même dire que, donc, ça c'est un quart de ce livre. Hein. Les trois autres quarts ont donc été écrits et élaborés sur, je ne sais pas, Doris, 10 ans quasiment, par un comité scientifique dont faisaient partie Doris Jacubek, Bertil Galland, Roger Francillon, voilà, c'est le résultat si on les ajoute, de 15 années de réflexion, ce livre. Voilà. Vive la littérature romande. Je suis très contente qu'on ait eu cette introduction sur les dialogues et les filiations et les affinités, parce que nous aussi on va commencer par là, je crois. Et peut-être d'abord par vous présenter vous rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, mais à mon avis il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes né à Vevey, vous avez beaucoup baroudé, je crois, et puis maintenant vous vivez et vous travaillez à Genève. Safran est sorti donc il y a quelques jours, comme on a dit, c'est votre deuxième livre. En 2012, vous publiez Entre deux, qui était un recueil de 19 nouvelles, je crois, qui a eu beaucoup de presse très enthousiaste, et 2 prix, le prix Terra Nova et la bourse Anton Jäger. Et voilà, aujourd'hui sort Safran, un recueil de 12 nouvelles, je crois, cette fois-ci. À côté de ça, vous avez fondé et animé une revue littéraire en ligne, donc une revue numérique qui s'appelait Coltard. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire quelques mots? Parce que je crois que la question des affinités était aussi présente dans ce... Oui, tout à fait. Je trouve que cette question des affinités, elle est très intéressante parce que, en fait, il y a plusieurs cercles d'affinités. C'est pas comme dans la Divine Comédie, l'enfer, c'est plutôt le paradis. Mais on est à la fois en train d'écrire à côté d'autres qui écrivent ici, d'autres qui sont dans le même espace géographique, où il y a effectivement des points communs qui se font jour parce qu'on est dans la même réalité socio-économique, la même réalité politique. Et donc Coltard, c'était aussi un petit peu ça, c'est une espèce de fraternité au fond. Alors on écrit les uns parfois avec les autres, souvent contre les autres aussi.
assez intéressant de voir ce que l'autre fait, de l'idée qu'on a, puisqu'il y avait aussi beaucoup de choses qui étaient des projets collectifs dans cette revue. Et donc c'est un certain type d'affinité, disons fraternelle, qu'on peut avoir. Bon, ensuite, il y a bien sûr tous les autres, ceux qui font un petit peu antichambre et qui attendent juste qu'on se penche vers le rayon, les Claudel, les Duras, peut-être même les Alice Grobetti, etc. etc. Et puis ceux qu'on découvre parfois par un concours de circonstances avec lesquels on se sent une affinité. Donc, c'est pas forcément des personnes qui nous influencent. Après, c'est clair que moi, j'ai beaucoup d'influence d'auteurs. C'est pas forcément une influence, celui dont je vais parler aujourd'hui, qui est Jean-Claude Fontanet, parce que je l'ai découvert après avoir écrit les nouvelles de Safran, mais c'est tout à coup une proximité affectueuse avec quelqu'un bon, que j'ai pas eu la chance de connaître. Alors, je sais que beaucoup parmi vous qui sont ici présents l'ont connu, donc je vais évidemment peut-être un peu le trahir en parlant de lui, ce qui est un peu embarrassant, mais c'est vrai que tout à coup c'est des échos qui se font entre ce que moi je peux faire du langage et ce que lui peut en faire, et aussi peut-être une certaine idée du langage dans lequel je me retrouve aussi avec lui, comme avec d'ailleurs beaucoup d'autres. Alors, je ne suis pas sûre qu'on va le trahir, parce que l'idée c'était plutôt d'avoir un regard de lecteur, enfin d'affinité de lecture. Et juste peut-être avant de l'entendre, je voulais aussi dire que parmi vos autres activités littéraires, il y a votre trio de poésie sonore Pas lundi, avec ce nom magnifique, je trouve, dont fait partie également Heike Fiedler, j'espère que j'écorche pas son nom, et Alexa Montagny. Et on vous entendra donc tout à l'heure on a ressuscité notre ancien trio qui n'existe plus depuis plusieurs années pour l'occasion, parce que dans cette question des affinités, tout à coup je me suis dit, mais c'est quoi une affinité, puis c'est quoi une muse, alors c'est quoi d'être inspiré, voilà, donc ce trio Pas lundi, il revenait, puisque c'était un moment très particulier de ma vie. On avait toutes les trois des enfants encore petits, donc il y a des tas de choses qui sont de l'ordre vraiment de la vie, de notre vie, comment dire, la vie de notre corps, quoi. On avait des enfants petits, on ne pouvait pas encore faire énormément de choses, et puis on s'est retrouvés autour de cette idée de faire quelque chose de notre voix ensemble. Et c'était pour moi évidemment une sorte d'ouverture, tout à coup sortir enfin de la maison, des tâches répétitives, etc. quoi. Donc, ça venait dans cette espèce de kaléidoscope au fond qui s'ouvrait, parce que c'était ça les affinités, et cette impression d'être finalement dans un cœur. Peut-être il y a ce livre bleu, puis il y a autour tous les autres livres qui existent, le monde un peu. Il y a aussi les choses qu'on vit au jour le jour, effectivement, d'être dans un corps qui est un corps de femme et qui a un certain rapport avec le temps, qui n'est pas forcément le même que celui des hommes, ni même le même que celui d'autres femmes, mais disons, il y a peut-être des choses à chercher aussi dans notre relation au temps et à l'espace, qui ne sont pas tout à fait pareilles. On pourrait dire qu'on écrit en Suisse romande, et puis aussi qu'on écrit en femme ou en homme, qu'après, bien sûr, on peut être dans un théâtre et se dire qu'un homme écrira en femme ou une femme en homme. C'est d'ailleurs ce que fait Jean-Claude Fontanet dans le livre que j'ai pris avec moi, qui s'appelle Mater Dolorosa, où il écrit en femme, il devient, lui, une femme. C'était une personne très particulière qui, par sa fragilité aussi, je pense, réussissait à la fois à être dans sa propre folie, c'est-à-dire qu'il a quand même passé beaucoup de temps à devoir se soigner en asile psychiatrique à Bel-Air, et en même temps qu'il arrivait toujours à avoir un regard, le regard de l'écrivain. Il arrivait à lire sa propre vie, à se voir comme de l'extérieur, et ça je trouve que c'est quand même assez impressionnant. Et puis dans Mater Dolorosa, c'est, à ma connaissance, j'ai pas tout lu, il y a que 8 livres, mais j'ai pas lu les tout premiers, à se mettre dans la peau d'une femme d'une façon que j'avais trouvée extrêmement frappante.
Alors vous aussi, vous avez écrit dans la peau d'homme, dans Safran notamment. Et puis, alors là, c'est moi qui fais cette conclusion, mais j'ai l'impression que entre la revue et la poésie et vos nouvelles, il y a quand même un travail très fort sur la forme aussi, sur la déconstruction et la reconstruction, et à la fois sur la forme et je crois à la fois sur la langue. Alors j'ai pas eu le plaisir de connaître Coltard parce que c'est plus accessible, mais de ce que j'en ai lu, en tout cas j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient à la fois dans la poésie, à la fois dans les nouvelles et à la fois dans ces expériences. Oui. Alors c'est vrai que dans la poésie, du côté vocal ou sonore, l'expérience se fait au niveau de la forme, qui n'est pas la même expérience. C'est un petit peu difficile d'expliquer ou de justifier le fait que je puisse jouer ainsi sur les deux tableaux, parce que d'un côté, dans ce recueil de nouvelles, on a quand même des nouvelles. Alors évidemment, elles sont pas extrêmement classiques. Je vais pas faire des textes qui auront un bon petit schéma narratif en 5 parties. Je vais pas forcément vouloir que ça finisse de manière qu'il y ait un dénouement, etc. Donc là, il y a déjà un jeu sur la forme, sur la question de la nouvelle, parce que je ne vais pas m'adapter forcément à un genre, quel qu'il soit, mais je vais plutôt... mais au fond, la forme, elle vient d'elle-même, là-dedans, en tout cas. Et c'est très rare que je me donne des consignes au départ, et que je me dise, ah oui, je vais faire que de la parataxe, comme pour entre deux. Ça, c'est venu après coup. C'est-à-dire que la parataxe était là, et puis je me suis dit, bon, je vais éliminer le plus possible de connecteurs argumentatifs. Il n'y aura pas de lien logique entre les choses, pour qu'effectivement tout soit déhiérarchisé, que ce soit un texte peut-être libertaire d'une certaine manière. Pour moi, en tout cas, c'est l'était à ce moment-là. Là, j'ai fait tout autre chose dans Safran. J'ai eu envie d'avoir une phrase peut-être un petit peu plus construite, un peu plus solide. J'avais envie aussi bon, je l'avais peut-être aussi parfois fait un petit peu, mais de rentrer dans des logiques, un peu des logiques de l'absurde, donc de jouer avec les connecteurs ou l'argumentation de manière à construire ce monde absurde, mais qui au fond devait ressembler à notre vrai monde, avec juste, en poussant juste un tout petit peu, il est vraiment ce monde dans lequel je vis, je crois, et vous vivez aussi tous. Et donc la forme, elle vient d'elle-même, au fond, elle surgit en cours d'écriture. Tout à coup, on voit une forme, on reconnaît quelque chose, parce que j'écris très rarement avec un concept a priori. C'est plutôt d'être dans l'instant. Donc en ça ressemble à certaines expériences que j'ai pu faire d'improvisation. C'est réussir à être disponible. Et là, en étant dans cette espèce de disponibilité le plus totale possible, au fond, il n'y a pas que les auteurs qu'on aime, que les livres qu'on a lus, mais il y a la musique qu'on a entendue, et puis il y a aussi tout ce qui est autour, et peut-être le petit souffle d'air qui rentre par la fenêtre, et tout ça, les moments où je suis heureuse d'écrire, c'est les moments où j'ai cette disponibilité, où j'arrive à être dans cet état particulier, quoi. Et pas des moments où je me dis, ah oui, je vais me concentrer, faire un travail avec telle et telle forme. Bon, après, bien sûr, on relit, après c'est du boulot quand même de relire. Bon, j'espère qu'ils sont majoritaires quand même, ces moments de plaisir d'écriture. En tout cas, on va peut-être commencer par un plaisir de lecture. Si vous voulez bien, sur un extrait que vous avez choisi, peut-être vous pouvez nous dire un petit peu quel texte vous allez lire et pourquoi vous avez choisi ce livre. Alors bon, je vais vous lire le début de Mater Dolorosa, parce que c'est vraiment magnifique, c'est ce texte de Fontanet. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses très très belles, mais bon, c'est vraiment, ça reste splendide. Et après, on pourra peut-être parler un petit peu de cette Mater Dolorosa, puis de cette question, justement, de cette écriture dans laquelle lui, il a réussi à se glisser de femme. Ils sont toujours deux, ils sonneront. Je comprendrai très vite et toute seule de quoi il s'agit. Ce sera un jour comme aujourd'hui, avec un peu de soleil. Ils sont toujours deux. On ne sait pas comment les gens vont réagir. Ainsi, l'un peut rester auprès de la personne pendant que l'autre court téléphoner. C'est moi qui leur dirai « Mon fils est mort ». Ils inclinent la tête avec respect. Ce sera un jour comme aujourd'hui,
Il y a du soleil, des nuages fondants, une grande paix sur la campagne. Un des deux peut être le curé ou le pasteur. Pour moi, ce sera le curé. Une seule fois dans ma vie, c'était à la maternité, j'ai eu le courage, la lâcheté, de laisser la rubrique confession en blanc. Peine perdue, l'aumônier m'a quand même rendu visite. Cet après-midi, Philippe s'est laissé mener à l'école en voiture. Je crois que Jean et lui se méfient de quelque chose. Je crois même qu'ils ont tout compris. Pourtant, j'ai toujours nié jusqu'ici, quand Jean me pose la question, qu'il fait des allusions. Mais Pépi a le droit de vivre, vivre. Demain, peut-être, les deux messieurs sonneront. Ou alors, après-demain, ou le mois prochain. Ils inclinent la tête avec respect, avec une certaine habitude aussi. Ils se tiennent sur les marches du perron. L'un est un peu en retrait de l'autre. Une fois, une femme s'est jetée par la fenêtre. Ils n'ont pas réussi à l'en empêcher. La fenêtre devait être déjà ouverte. Ces toiles d'araignée au plafond qui flottent, ces vitres dégoûtantes, la piqûre du sac de gymnastique de Pépi qui se découd. Je devrais commencer les nettoyages de printemps, trier au moins le tiroir de l'armoire de la cuisine. Je ne peux pas. Bientôt, peut-être, je n'aurai même plus la force de préparer les repas et de faire les lits. Mais je ne veux pas aller chez un autre médecin, je ne peux pas. Le docteur Ernie, il me donnerait au moins quelque chose pour me faire dormir. Jean n'a plus voulu que je travaille, mais c'est qu'il comptait sur moi à la maison. Je n'ai pas encore acheté les housses pour les habits d'hiver. Je pourrais ce soir descendre à la cave et crever un pneu. Ce serait encore une journée de gagnée. Philippe n'aurait pas le temps de se mettre à la réparation avant demain à 5 heures. À quoi bon? Qu'inventer ensuite? Pauvre Pépi. Si je fais cela, si je tombe si bas, je l'aiderai pour la réparation. Quoique, d'un côté, il ne demande pas mieux que de s'occuper de son vélomoteur. Réparer, démonter, remonter, repeindre, même la plaque. C'est une vraie folie. Tous ses camarades sont d'ailleurs comme lui. Que pensent les amis de Michel André? Rien. Eux ne se font pas assez de soucis et moi trop. À l'âge de Pépi, je me dépêchais de rentrer de l'école pour commencer mes devoirs. J'ai toujours obtenu un prix, sauf en 4e. Vers 3 heures, je me suis tout de même levée et je suis sortie faire mes emplettes. Pas chez Eggyman. Je ne peux plus. J'ai pris le tram jusqu'au carrefour. Je ne peux avoir affaire maintenant qu'à des inconnus. J'ai peut-être une dépression. Au retour, pour éviter de passer devant l'épicerie Eggyman, j'ai pris par la rue des Postes. De la Poste, pardon. Je suis tombée sur la vieille dame aux cheveux blancs, aux tempes creuses, qui m'a saluée. Elle aurait bien aimé, je l'ai compris, causer un peu avec moi. J'ai continué mon chemin. J'étais pressée de déposer mon sac de provisions, mais j'aurais pu l'appuyer contre ma jambe, comme dans le tram lorsque je dois rester debout. Elle attendait quelque chose de moi. Au fond, moi aussi, j'aurais aimé échanger quelques mots avec elle. J'ai même senti mon cœur soudain inondé d'une très grande affection pour elle. À l'instant où je l'ai aperçue, là-bas, au coin des garages, je crois que j'ai eu peur de l'aimer. À présent, il est trop tard. La vieille dame aux cheveux d'argent, aux tempes creuses, va mourir. Un de ces prochains jours, elle sortira de chez elle, comme aujourd'hui. Personne ne se doutera de rien. Je vois encore son regard suppliant. Après la rue de la Poste, elle suivra le chemin Mermillot. Le passage à niveau n'est pas loin. C'est une petite vieille qui s'est jetée... 5 minutes 10 pour elle, qui marche très lentement. C'est une petite vieille qui s'est jetée sous l'autorail parce qu'on ne l'aimait pas. Tout le monde s'était écarté d'elle. Un infirme avait dû se contenter du tram qui passait devant sa maison. Le monde est bien puni à présent, c'est-à-dire que la punition ne fait que de commencer. Je sais fort bien ce qu'elle pensait tout à l'heure quand je l'ai rencontrée pour la dernière fois. Elle pensait « J'ai besoin de vous ». J'ai passé tout droit mon chemin, à peine si j'ai répondu à son salut. Ses yeux sont bordés de rouge. Moi aussi j'avais besoin d'elle. J'ai eu peur d'avoir besoin d'elle et qu'elle me manque bientôt, voilà la vérité. Elle est si vieille, si maigre. C'était trop tard. J'aurais quand même dû. Pour elle, nous ne devrions pas savoir notre âge. On ne devrait pas nous dire notre date de naissance. Il faudrait grillager toutes les fenêtres. Je me suis préférée à elle. Je me préfère à mon fils. Une fameuse mère. Non, ce n'est pas vrai, puisque je ne lui défends pas d'aller à vélomoteur.
Dans le cas de mon fils, je me sacrifie. Cela me coûte tellement qu'il ne me reste peut-être plus rien, plus de sentiments pour les autres. À part mon enfant, et encore un tout petit peu mon mari, parce qu'il le mérite, parce que j'ai besoin de lui, je n'aime personne. Qu'est devenu le petit rouge-gorge de cet hiver? Mon Dieu, son plastron, sa bavette du même rouge orangé que le chapeau des Bollets. J'ai oublié leur nom. Ceux que les paysans de la Murat ne cueillent pas. Ils sont pourtant très bons en sauce. Son petit œil noir, vif, intelligent, confiant. Mon Dieu, ses pattes si fines. On pourrait les lui couper avec des ciseaux, ce serait très facile. Il s'envole, il n'a plus que 2 courtes tiges noires. Il a crié « Rattrapez-le, tuez-le, tuez-le! Aidez-moi à l'assommer avec cet outil! La tête, oh, vite! Et maintenant, tuez celle qui a coupé les pattes du petit rouge-gorge. » Voilà. Quelle voix terrible, terrifiante. Oui, c'est terrifiant. Qu'est-ce qui vous nous avez dit que vous aviez découvert ce texte après avoir écrit Safran. Qu'est-ce qui se passe quand un auteur comme vous découvre un autre auteur de cette... Je ne sais pas très bien, je sais pas trop quoi répondre à ça. Bon, voilà, j'ai trouvé ça très très bien. Et alors évidemment, j'ai trouvé après en réfléchissant un petit peu plus que dans cette mer, bon, c'est une sorte de Stabat Mater, hein, de Dolorosa, comme ça, elle est debout près de sa fenêtre, et elle attend tout le temps, elle s'attend à ce que son fils meure, elle est sans arrêt dans cette paranoïa qui va se développer, en fait, là j'ai lu le tout début du texte, mais ça se développe, Oui. Puis après il y a un retournement, mais peut-être je vous lirai encore un petit bout si on a le temps, et c'est un archétype, celui-là, qui est très très fort pour Jean-Claude Fontanet, puis qui est bien sûr aussi fort pour moi. C'est-à-dire que je me sens concernée par cette figure, au fond, de... bien sûr, alors c'est la figure chrétienne de Marie debout au pied de la croix, qui pleure parce que son fils meurt, mais aussi, c'est quelque chose de complètement archétypal, et puis qui existait déjà à l'époque de Sumer, cette déesse en larmes, et qui ensuite va devenir dans les cultes d'Isis et d'Osiris. Donc voilà, Isis par exemple, elle est aussi une figure de ça, puisqu'elle recompose Osiris qui est mort, elle va chercher les... Donc on a toujours ces femmes en deuil, les pleureuses aussi, donc il y a ce rôle archétypal qui est pris par les femmes, qui est attribué aux femmes depuis la nuit des temps, et que Fontanet ici, je trouve, réussit à rendre donc profane. On sort de la chrétienté pour aller dans une espèce de vision intime de ce que ça peut être que cette mère qui pleure. Après lui, évidemment, il avait son monde à lui était très genré, c'est-à-dire il y avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Alors les hommes, c'était la destruction, ils étaient là que pour détruire tout, et les femmes, elles étaient là pour être des rédemptrices. Donc il a toujours vu les choses comme ça. Donc là, en même temps, celle-ci, elle va se retourner, elle va s'inverser à un moment donné, elle va devenir... il y a aussi toujours cette possibilité que ça devienne le contraire au fond, et que ce soit peut-être la mère matricide, ou celle qui tue, il y a un renversement. Voilà. Alors j'avais trouvé ça très intéressant de voir cette façon d'adapter ce mythe d'une certaine manière. Et on en parlait un peu plus tôt, et vous m'avez dit que vous étiez très étonnée de la manière dont il arrivait à parler pour une femme, et qui était quelque chose que vous aviez peut-être moins de facilité à faire, de parler pour un homme Oui, alors ça dépend tout comment. Là, je trouve qu'il rentre vraiment dans une paranoïa qui a vraiment des échos très justes, je pense. Après, moi, si j'écris en homme, j'ai jamais essayé de faire ça. J'ai jamais essayé de rentrer dans un univers masculin, dans la question vraiment du corps. Voilà. Alors, au fond, ce sera un homme qui parlera comme une femme, simplement qui dira « il », et puis il n'y a pas forcément de différence, en fait, entre mes narratrices et mes narrateurs. Peut-être qu'ils pourraient indifféremment être des « il » ou des « elles ».
Peut-être que vous voulez nous faire lire encore, Oui, encore c'est un pas extrait. trop long. Je sais pas, je vois pas l'heure. Mais... Non, il est 9h moins 10. Peut-être pas en lire, peut-être lire un peu moins. Juste, On a le temps de parler de votre juste pour texte, montrer le retournement donc de cette entité Mater Dolorosa. Non, ça doit aller comme ça. J'avais dépensé sur l'ancien vélomoteur de Pépi peut-être 100 francs en réparation de frein. Jean ne l'a pas su. C'est moi qui ai poussé à l'achat d'un véhicule neuf. Les jantes de l'ancien étaient arrondies, on ne pouvait rien en espérer. L'intéressé lui-même se plaignait de ses freins. Et puis j'avais peur que la fourche ne casse. Ce vélo était bon pour la ferraille. Ils sont au jardin, en train de poser, si j'ai bien compris, un compteur kilométrique sur l'engin de Michel André. Je les entends causer et rire. Pour les apercevoir, il faudrait que je me penche à la fenêtre. Ceux que l'on peut rire à leur âge, ils ont bien raison. Ils ne se contenteront pas de fixer le compteur. Ils démontent, liment, perfectionnent, maquillent. C'est une passion. Buse d'air, frein moteur, compression, voilà le nouveau vocabulaire. On aimerait les voir apporter une partie de cette passion à leurs études. Où ont-ils appris la mécanique? Une seule fois, ils ont dû s'avouer vaincus et recourir à un mécanicien. Jean dit qu'il était comme eux à leur âge. Il passait aussi ses jours de congé à démonter et à remonter sa bicyclette, sans moteur à l'époque. Il alignait les billes et les écrous sur un journal. Ce qui me plaît dans les vélomoteurs, c'est qu'on y est assis très bas, les pieds touchent terre. Jean, à 17 ans, était allé à bicyclette jusqu'au Tessin avec des camarades. Encore 2 ans. Comment ai-je pu autoriser un jour Pépi à faire le tour du canton à vélomoteur? Certes, pas de gaieté de cœur. S'il lui prenait la fantaisie d'aller au Tessin, les temps ont changé. Le trafic, par conséquent, le danger a augmenté dans des proportions incroyables. Je peux compter sur Jean pour m'aider à le raisonner. Mais il y a les parents de Michel André. Rien à attendre d'eux. Le mois dernier, Michel André est rentré du collège à 8h du soir, sans avertir. Lui et sa sœur se rendent à l'école avec des yeux brillants de fièvre. Leurs parents ignorent le souci. Des inconscients, des insensés. C'est de leur âge, voilà ce que répète le père. Ils sont montés quelques instants pour boire du Coca-Cola. J'ai entendu Michel André qui disait d'un ton tout joyeux, ému, « On devrait en acheter chacun un pour cet été. » Il s'agit peut-être de Fagnon. Je me demande, « Oh, je sais très bien ce qu'il prépare, le Tessin ou ailleurs. Encore 2 ans, encore 2 mois, oui. Les mères sont faites pour se sacrifier. Eh bien non, je refuse. J'irai, s'il le faut, jeter le vélomoteur de Pépi dans l'Arve. On ne peut pas me demander l'impossible. Il m'a proposé plusieurs fois de m'apprendre à l'utiliser. J'accepte. Je jetterai son vélomoteur dans l'Arve, du haut du pont de Sierne, et puis je m'y jetterai moi-même. Oh, je ne peux plus vivre, entendez-vous? J'essaie de comprendre leur conversation. Parfois, le bruit d'une auto noie tout. Il ne semble pas qu'ils forment des projets de randonnée. Ils n'en parlent pas, en tout cas. Que fait Michel André pendant les vacances? Je poserai la question. S'il le sait déjà. Ils n'en parlent pas parce que je pourrais les entendre. Michel André s'est livré ensuite à des essais sur le chemin, puis ils sont allés faire le plein d'essence. Je n'aime pas les savoir rôdant ainsi dans le quartier, ou bien quand l'un remorque l'autre. Je préfère à tout prendre le trajet du collège. Pépi a encore grandi, me semble-t-il. Il rattrapera bientôt Jean. Moi, il y a longtemps que je suis sa petite maman. Il faudrait maintenant qu'il s'élargisse. On lui voit presque les côtes. Les cigarettes n'arrangent rien. Ma chance d'avoir un fils affectueux avec sa mère. À 15 ans, il se laisse encore embrasser. C'est à moi de ne pas exagérer. J'aurais pu m'attendre à tout le contraire. Une fille n'aurait sans doute pas pris les choses ainsi. Elle n'aurait pas été aussi indulgente. Le pas traînant du propriétaire, du capitaliste. Son mégot éteint, collé au point des lèvres, il vient voir s'ils n'ont pas taché la dalle, comme certains jours, marché sur la plate-bande, etc. Là, il parle du propriétaire de la maison. Il n'aime pas Philippe, lui et sa femme, les plus grands égoïstes que j'ai jamais rencontrés. Les jeunes, bien sûr, c'est bruyant, turbulent. Un mignon petit garçon de 8 ou 9 ans qui vendait des insignes dans la rue. Il s'égosillait. C'est pour les jeunes. Les jeunes, bougonna une vieille femme en passant. Et que fait-on pour les vieux? Moi, je défends les jeunes. C'est facile, c'est naturel. Personne ne peut se mettre à la place de personne. Pépi aura de nouveau taché son pantalon. Je lui demande sans succès de se couvrir d'une blouse pour faire le mécanicien. Mais non, sali, mon chéri. Sali, mon trésor.
même les dalles du proprio, et déchire, je t'en prie, tout ce qui vient de toi. Même les gros mots me réjouit, tout ce qui vient de toi est si beau. Il est beaucoup mieux habillé que ses camarades. Les jeunes filles de la crèche m'en avaient déjà fait compliment. Lorsque j'étais moi-même enfant, nous n'étions pas riches. « Hé, Suzette Lebas, Suzette Lebas !» Je rentrais de l'école en pleurs, je n'osais pas dire à maman pourquoi. Madame Lebas croyait bien faire en nous donnant les habits de sa fille, devenus trop petits. Les camarades les avaient reconnus. Alors, ils se moquaient de moi en m'appelant Suzette Lebas. « Hé, Suzette Lebas !» J'aurais dû jurer que le jour où j'aurais un enfant, il serait le mieux vêtu de tous. J'ai dû jurer. J'étais tout de même moins à plaindre que Jacques Mieuxet et les autres pupilles de l'assistance. Un moteur bourdonne, c'est eux. J'ai reconnu le bruit. Pourquoi roulent-ils si vite? Eh bien, parce qu'ils sont jeunes. L'avenue n'est certes pas dangereuse. Tu préférerais peut-être qu'ils se droguent. Le bruit croît de seconde en seconde. Mon Dieu, comme ils prennent le virage, tellement penchés. Mais ils ont, tous les deux, jeté d'abord un coup d'œil à gauche. J'ai reculé. Il ne faut pas que mon fils ait l'impression que je l'épille. Il pourrait s'assommer ou se scalper en tournant contre le poteau indicateur. Mais non, ils inspirent confiance. Ils sont attentifs, presque prudents. Mon Pépi, de retour. Encore une fois, le miracle a eu lieu. Les miracles ne se répètent pas à l'infini. La sirène de l'ambulance. Je me contrefiche des ambulances lorsque mon trésor est là. Moi aussi, je suis une super égoïste. Je ne peux rien reprocher au propriétaire. Je préfère 2 morts, 3 morts sur la route d'Almas plutôt qu'une coupure au doigt de Pépi. Combien de morts je ne préférerais pas? La propriétaire m'appelle, on me demande au téléphone. Je descends, merci. Je me moque complètement du téléphone. Si Philippe mourait, nous pourrions disposer de sa chambre, la sous-louer. Une chambre actuellement, salope, salope. Une chambre actuellement se loue facilement 350 francs. Salope, salope. Une parente des Hubersax n'avait jamais vécu si bien que depuis la mort de son mari. Assurance, pension, études des enfants prises en charge par l'usine où travaillait le mari. Par chance, il s'était fait écraser en se rendant à l'usine et encore sur le parcours normal. Salope, tu ne crains pas la mort de Philippe, du bâtard, tu la souhaites. Salope, monstre. Oh papa, maman, aidez-moi, au secours. Je n'ai pas toujours été une fille modèle, j'ai bien des torts à votre égard. Quand j'ai refusé de vous donner davantage pour ma pension, quand je suis partie de la maison... Mais je ne méritais tout de même pas ça, souhaiter la mort de mon enfant. Est-ce que je méritais ça? Et encore pour pouvoir louer sa chambre, afin de toucher les 20 000 balles de l'Helvétia. Plus de soucis alors pour le chalet. Pépi, mais c'est mieux assuré de nous 3, dit parfois Jean. Je ne pense qu'au fric. Déjà lorsque j'ai accepté d'épouser Jean, je suis un monstre. Les monstres, on les supprime, on les raye de la surface de la terre. Je laisse faire. Je donne sa chance à Pépi, je prends la mienne. Ôtez-moi ces vilaines pensées qui me salissent la tête. Papa, maman, je vous demande pardon. Qu'est-ce qui me nettoiera la tête? Qui m'aidera? Qui me délivrera? Oh, comme il est difficile de vivre seconde après seconde. Merci. Je suis très contente qu'on ait lu ce deuxième passage. Et je sais que vous n'étiez pas très partante pour faire des parallèles entre vos deux textes, mais moi je trouve qu'il y a quand même une chose qui est fascinante, c'est qu'il arrive quand même à partir d'un environnement qui est a priori tout à fait normal et banal, et il y a une brèche quelque part qui fait qu'il y a une espèce de menace ou d'horreur qui va s'installer petit à petit sans qu'on la voit vraiment venir. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs de vos nouvelles et qui est très intéressant. C'est comment cette distorsion progressive. Alors lui, il tord très peu la réalité ambiante. Il y a le personnage qui est fou, qui devient de plus en plus délirant en réalité. Et puis autour, il a un cadre qui reste passablement... où il reste passablement bien ancré. Il y a beaucoup de noms de rues dans la beauté, printemps, je sais plus, printemps, là, le printemps de beauté. Je crois qu'on pourrait le suivre pratiquement pas à pas dans tous ses périples. Donc lui, il y a une banalité, la banalité est là, épouvantable de cette Suisse
cossu, avec ses petits chalets, avec ses petites familles croyantes, religieuses, bourgeoises, qui font leur petit jardin. Bon, lui aussi, il adorait faire jardin, d'ailleurs, il faisait partie tout à fait de ça. Mais, donc on a cette banalité ambiante, et le personnage dans lequel on est, soit parce qu'il dit je, soit parce qu'on est vraiment en focalisation interne tout le temps sur ce qu'il pense, même quand c'est en île, il essaie de prendre la distance aussi avec ce île, hein, dans certains romans, qui lui voilà, dérape en fait complètement dans cet environnement suisse et banal. Voilà, alors en fait, bon là on a vraiment la vie qui pouvait être celle d'une femme au foyer dans les années 70, c'est quelque chose qui date de 78, hein, cette nouvelle-là. Et puis il a écrit en 78 aussi un roman qui s'appelle Les Panneaux, qui est un conte d'anticipation dans lequel je me suis beaucoup retrouvée parce que j'aurais bien aimé avoir l'idée de faire ça. Et donc dans ce conte d'anticipation, c'est juste un tout petit peu décalé dans le temps, mais on a quand même les petits chemins privatifs avec ces petits chalets et ces petits jardins. Dans ce monde très suisse, comme ça, apparaît tout à coup une invasion de panneaux incombustibles, indestructibles, blancs. Donc il y a quelque chose à faire avec la page blanche sur laquelle on pourrait écrire peut-être aussi, mais qui envahissent tout. Donc d'abord les gens les poussent un peu contre les murs, les chemins privés se rétrécissent, en beau jour on ne peut plus passer en voiture, il faut venir à pied, etc. Il y a des prés entiers qui se retrouvent recouverts d'avalanches de ces panneaux d'affichage sans affiche. Et puis il y a un État qui devient de plus en plus un État policier, qui contrôle les gens, qui vient justement chez ce Joseph, qui est le personnage principal de l'histoire, qui vit dans une de ces petites maisons, ces petites villas, qui est un retraité tout à fait paisible, pour lui demander, il y a 10 ans, qu'est-ce qu'il faisait avec le camion du pépiniériste chez lequel il travaillait, s'il n'a pas fait clandestinement voyager des panneaux d'un endroit à l'autre pour aller les déposer à un autre endroit. Donc on a un état policier, ça devient kafkaïen en fait, et tout le monde est étouffé, et sous les procédures, et sous ces objets dont on ne sait pas du tout quel est leur statut, pourquoi ils sont là. Voilà, donc je trouvais ça drôle, parce que j'avais essayé dans Safran aussi d'écrire, il y a 3 nouvelles qui sont en fait un petit peu des contes d'anticipation, puisque c'est un petit peu dans le futur, légèrement, ou soit légèrement, soit beaucoup, pour pouvoir au fond créer un univers dans lequel je mets un petit peu mes peurs quand je vois l'univers dans lequel on vit aujourd'hui. Donc je peux m'amuser à décrire un univers où ça deviendrait un peu le cauchemar. Alors je suis contente que vous fassiez cette transition sur Safran, mais j'avais juste envie de peut-être insister sur la manière dont vous, c'est vraiment quelque chose d'assez récurrent, en fait, cette espèce de conflit qu'il y aurait entre l'homme et son environnement, puisque vous parliez de panneaux, où finalement le personnage va se faire dévorer par un environnement urbain en général, où il y a une espèce de lutte en fait entre l'homme et ce qu'il a, qui se fait un peu dépasser par sa création, et qui va se faire aspirer ou envahir par un environnement. Oui, il y a toujours une mise en tension, en tout cas chez Fontanet, j'aime beaucoup cet aspect de cette tension qui existe entre lui, le personnage principal, qui est souvent un alter ego de lui-même. Je parlais de voilà, alors après, c'est vrai qu'il y a aussi ça chez moi après, peut-être. Enfin, je la ressens, vraiment une tension très forte avec le monde dans lequel je vis, qui n'est absolument pas le monde dans lequel j'aurais cru que j'allais vivre, justement, quand j'avais peut-être 17 ans ou 20 ans. Je ne pensais pas du tout qu'on en viendrait au monde dans lequel on est, que je trouve terrible, triste, médiocre, de plus en plus policier, où on perd de plus en plus de liberté, etc. Donc je m'amuse dans les nouvelles à montrer ce monde devenir encore plus sécuritaire, et les gens à perdre encore plus leur liberté. Après, les personnages essaient chaque fois de réagir dans les nouvelles de Safran. Donc ils ont à essayer de résister, soit à ce monde-là, donc ils vont résister par plein de stratégies différentes,
Et pour moi, c'est vrai que ils sont tous quand même un peu mes alter ego, dans le sens que j'essaie de résister un peu par la littérature aussi à ce monde. J'ai l'impression que par la parole, par le fait de parler, pas par la parole littéraire uniquement, mais aussi par la parole vive, qui ne serait pas une parole commerçante, ou qui ne serait pas une parole voilà, du pouvoir, une parole autoritaire, mais une parole libre. On devrait pouvoir essayer de créer quand même un monde un petit peu différent que celui qui est en train de nous attendre. Donc il y a cette résistance aussi chez les personnages. Et souvent, en fait, on a l'impression que ça se résout par presque comme s'ils lâchaient prise et que leur environnement reprenait les droits sur eux, mais que eux se laissaient un petit peu partir dans cette... je pense par exemple à la première nouvelle du recueil, Chantier, où cette femme qui observe un immense chantier de centre commercial et qui la désole et qui finalement va réussir à se laisser complètement aspirer par ce truc. Elle va se contreposer à tout ça par la parole. C'est-à-dire que c'est vraiment un personnage qui devient folle. Elle devient folle, cette Marianne de Chantier, de la nouvelle qui s'appelle Chantier. Et puis en fait, elle réagit à l'absence, à une impression que tout se défait devant elle, que tout est en train de se détruire de plus en plus, en devenant une de ces personnes qu'on voit au fond dans la rue parler tout le temps, hein, et qui une sorte de logorée, de monologue perpétuel. Donc elle, c'est sa réaction. Donc elle réussit en réalité. Je pense que parfois les fous réussissent, on croit qu'ils échouent, mais c'est peut-être pas toujours le cas. Hein. Donc je sais pas, je connais pas assez. Après, c'est pas effectivement une folie qui est, comment dire, qui est peut-être existante. Mais c'est une forme d'adaptation finalement. Que j'ai inventée, mais c'est une forme d'adaptation au milieu. Puis elle se persuade qu'elle va pouvoir tenir, et que tant qu'elle sera là, elle va tenir. En même temps, il n'y en a aucun qui se fait vraiment beaucoup d'illusions de ces personnages. Ils savent tous qu'ils sont voués à la destruction. Ils sont assez lucides, je pense, mais ils ont en même temps à sauver l'instant, hein, tous. Et c'est ça aussi qui nous amène peut-être à la forme de la nouvelle, c'est-à-dire que le fait que ce soit court permet de ne pas entrer dans la durée. Hein. Donc, comme on est dans un texte de ce type-là qui finit assez vite, on peut vraiment faire éclater un petit peu quelque chose qui est de l'ordre de l'instant. Et au fond, les personnages, ils voient simplement leur vie, un peu comme la toute fin du texte de Fontaine, est comme une suite de secondes, une suite d'instants. Et c'est la meilleure manière de la voir, peut-être, aujourd'hui. Est-ce qu'on peut lire un extrait de Chantier, justement ? Alors, je vais vous lire en fait, la fin. Excusez-moi, ce serait possible d'ouvrir la fenêtre. Comment ? Ce serait possible d'ouvrir la fenêtre. D'ouvrir la fenêtre. Peut-être que ça fait chaud, hein. Ouais. Vous avez l'heure en tête. Oui, la nana, comme ça, ça va, il est ça va ? Voilà. S'il n'y a pas un peu de bruit, il fait chaud. Ça va aller pour la lecture ? C'est pas trop long, hein. Il y a 3 pages. Les lectures, des fois, c'est un truc. Alors, le lendemain, un dimanche sans chantier, je me suis réveillée dans un silence absolu, sans le poids du trou noir. Peut-être que c'était parti. Donc, parce qu'elle imagine qu'il y a quelque chose qui aspire tout, qui aspire le monde. Hein. Peut-être que c'était parti. Une mouche tournoyait autour de la lampe neuve. Devais-je lui donner un nom ? Elle sortirait ainsi de la catégorie générale des mouches pour devenir unique. Mais la mouche est sortie par la fenêtre ouverte avant d'être apprivoisée. C'est alors que, me dirigeant vers la cuisine, j'ai distingué dans l'ombre, au fond du salon, une silhouette trapue. Quelqu'un était installé dans le fauteuil en cuir. L'effroi est une sensation bizarre, comme de traverser une mare visqueuse et glacée. Mais la pensée un peu incongrue qu'après tout, personne n'utilisait jamais ce fauteuil, m'a curieusement réconfortée. J'ai pris mon souffle pour demander à l'individu ce qu'il fichait là. Il ouvrait des yeux très ronds et paraissait aussi épouvanté que moi.
Il portait un chapeau melon dont je n'étais pas en état de mesurer tout le ridicule et d'où dépassaient des mèches abondantes et frisées de cheveux argentés. Il m'a répondu qu'il n'en avait pas la moindre idée. Il venait de se réveiller dans cette pièce inconnue alors qu'il aurait dû se trouver dans sa propre chambre à coucher où il était bien certain de s'être endormi la veille. Après une hésitation, j'ai choisi de le croire. Mon adresse qu'il m'a demandée a semblé le rassurer. Ce lieu existait bel et bien pour lui. Il était déjà allé chez l'urologue du 99. Cependant, son propre domicile était éloigné de 3 km environ. Avait-il été saisi par un long épisode de somnambulisme? Il a admis avoir été sujet à ce trouble, mais il n'avait jamais migré au-delà de son appartement. Il m'a indiqué cependant qu'il était déjà arrivé que des somnambules conduisent et même qu'ils commettent des viols, des crimes. C'était très rare, mais la possibilité l'angoissait. Je lui ai proposé un café. L'homme s'appelait Maurice Leroy. Il était psychanalyste. Je me suis présentée, Marianne Lucas, cuisinière au chômage. Lorsqu'il ne soignait pas ses malades, l'homme écrivait des articles, donnait des conférences ou partait en écouter à l'autre bout du monde. Il avait travaillé récemment à une communication sur le thème du sacrifice. Je lui ai demandé quel était selon lui le rôle que ce rituel pouvait encore tenir dans notre vie moderne. Il m'a répondu que l'obéissance en était une forme. Ça m'a troublée sans cependant me convaincre. Nous avons évoqué le bélier pris par les cornes dans un buisson touffu qu'Abraham avait retrouvé à point nommé pour épargner Isaac. Aucun bruit ne s'élevait du chantier abandonné au soleil. Contrairement aux poètes qui doivent percer la croûte opaque du monde pour y trouver du sens, tout est signe pour le fou, disait Maurice Leroy. Et il a ajouté, si j'étais fou, la première chose qui m'apparaîtrait, c'est que nos deux prénoms commencent par la même initiale. À quoi j'ai rétorqué sans réfléchir que si j'étais folle, je verrais aussitôt que dans l'ordre, les lettres que nous avions en commun formaient le prénom de Marie. Toby, c'est le frère, a son habitude est entré sans frapper et m'a fait sursauter. Il tenait un cornet de croissants. « Tu parles toute seule » a-t-il demandé depuis le seuil. J'ai regardé vers le fauteuil. Le café fumait encore dans la tasse que j'avais posée devant le psychanalyste au chapeau melon, mais celui-ci avait disparu. Je suis attirée par cette fenêtre comme par un aimant. Il m'arrive de plus en plus souvent de contempler le chantier. Parfois j'ouvre en grand, je laisse les sons envahir ma tête, les sourds et les stridents, les répétitifs et ceux qui n'ont lieu qu'une fois, chutes accidentelles par exemple, ou collisions d'objets métalliques. Ils me surprennent par leur volume ou leur sonorité neuve pendant que les machines progressent lentement sur leurs trajectoires habituelles. Dans la fenêtre d'en face, celle de l'appartement de Noir, tremble maintenant un reflet auquel je parle à voix haute, comme si là se trouvait en substance réelle tout ce que les meubles, les fleurs du tapis ou la vaisselle ébréchée n'évoquent plus ici qu'en creux. On dirait que les objets ont perdu leur volume, qu'ils se sont aplatis ou évidés et que le phénomène s'étend peu à peu à la rue, aux maisons. Les vitrines de la pharmacie ou de l'agence de voyage semblent être devenues de simples surfaces, pareilles à ces villes peintes de cinéma que l'on trouve dans certains déserts. Sortir est inutile, et c'est même une erreur fatale, ai-je constaté, car le phénomène gagne en étendue quand je quitte ma fenêtre. Et puis à l'extérieur, je remarque une hostilité croissante. La dernière fois que je me suis retrouvée dans la rue, les gens me regardaient avec suspicion. Ils ne voyaient pas que le monde était en train de disparaître, aspiré par le trou, et j'ai compris qu'ils pensaient que j'avais perdu la raison. Un homme appelait sur son portable. Je me suis mise à courir. Il ne fallait surtout pas que l'on m'arrête. Depuis, j'ai renoncé à sortir de chez moi. Je suis à ma fenêtre. C'est à moi qu'il appartient de faire face et pour résister, de parler sans relâche en direction du reflet derrière lequel je devine la silhouette longue de Noir. Tout reste à comprendre, mais avant cela, il faut décrire. Je décris le chantier et au-delà du chantier, le reflet. J'y reconnais son allure un peu voûtée. Mais s'il n'y avait que cela, cette manière de se tenir sans aucun corps, si Noir était devenu une condensation de l'absence, absorbant peu à peu tout ce qui l'entoure. Toby m'a dit qu'il ne l'avait plus aperçu à la terrasse du café, qu'il aurait même quitté son travail et déménagé à l'étranger. Parfois, quand je ne peux plus supporter le vacarme, ou quand il me devient impossible de m'exposer ainsi à découvert devant Noir, je ferme la fenêtre. C'est alors comme dans un film dont on a coupé le son, un film sans intrigue, construit par de purs déplacements sur un plan fixe,
auquel seul un spectateur bienveillant arriverait à inventer un sens. J'essaye de réfléchir, je chantonne, je pense à voix haute aux transformations, au temps surtout, à la substance dont il est fait, aux journées claires d'autrefois, pleines de jour, comme les arbres étaient pleins de bois avant qu'à l'ouverture du chantier on ne les abatte. Et les murs étaient pleins de murs, les rivières d'eau, même les souterraines. Les journées étaient pleines de la substance des jours. On ne savait pas bien comment l'appeler, alors on disait que c'était des heures quand on regardait d'assez loin, des secondes si l'on se rapprochait. Et les journées étaient pleines de cette substance comme la montagne l'était de roche, et c'était une vraie montagne, et non pas le tombeau d'un empereur mégalomane. Et la mer était emplie de sel et d'eau et de créatures, car elle était composite. Tout était absolument plein, et maintenant, il n'y a plus que ce qui manque. Le trou est allé creuser dans le monde si bien rempli, je sais que ça va tomber, je crois percevoir le début de l'effondrement de ces lieux, autrefois saturés de toutes sortes de séries et de collections, mais où, plus rarement, quelque chose n'existait qu'à un seul exemplaire pour étinceler sur la monotonie du reste. Ce trou noir est devenu stellaire, pareil à ceux qui dans l'espace absorbent tout, astronautes avec leur tenue, épaves de satellites, boulons, tournevis, drapeaux, canettes vides. Mais il faut rester et faire face. La maison tremble, les failles s'élargissent dans les murs porteurs, millimètre par millimètre. Elles s'allongent en zigzagant. Celle qui dessine le contour de la porte d'entrée de mon appartement est un avertissement. Un jour, ça cédera d'un coup. Par l'ouverture béante, viendront s'engouffrer toute la poussière et le bruit. Souvent il pleut, c'est un drôle d'été. Il ne s'agit pas de simples averses, mais de déluges qui durent des heures. Quand enfin le ciel s'épuise, les hommes reviennent sur le chantier. Ils luttent pour tenter d'ordonner les éléments du chaos. Casqués et gantés, ils déplacent des masses volumineuses, trempées, si floues qu'elles paraissent déteindre sur le paysage liquide du chantier, perdre leur consistance et se fondre en lui. Parfois, quelque chose organise le désordre, parfois on reconnaît un geste, un homme scie une planche d'ombre, un autre se faufile dans un écartement de murailles brouillées. Tous sont petits face à ce qui reste à emboîter, enrouler, creuser, empiler, fragiles malgré leur grosse tête jaune, le molleton des habits anti-choc qui épaissit les corps. En voilà un armé d'un jet puissant, l'eau pulvérise, inonde, repousse la boue qui recule en vagues brunes vers la limite invisible du terrain. Le métal des échafaudages semble se dissoudre, les seaux bavent, les outils, les machines se délaient, les tentatives d'encerclement du chantier répandues en couleurs pures se poursuivent jusqu'au soir. Le chantier est tout ce qui nous reste en commun, à Noir et à moi. Aujourd'hui, je connais mon rôle. Je sais que c'est à moi qu'incombe la mission de différer le moment où tout sera anéanti. Il me suffit de proférer, peu importe qu'elle soit vraie ou fausse, peu importe qu'elle soit insensée, une parole, et de veiller pendant les longues heures où règne le vacarme des machines, face à la fenêtre où miroite l'ombre sans merci de Noir, jusqu'à la fin du chantier. Sûrement réfléchi, mais je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour ouvrir le livre, parce que je trouve qu'on voit à la fois la manière dont il y a cette espèce de conflit entre l'extérieur et le personnage et son environnement qui se modifie, et en même temps on voit cette espèce de dérive de psychose très douce qui les envahit au contact de cette chose un petit peu anormale. Et avant de parler, peut-être, j'avais très envie de parler quand même de la forme de la nouvelle, parce que c'est votre deuxième livre, votre deuxième recueil de nouvelles. Et moi, je crois beaucoup à Victor Hugo qui disait que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Qu'est-ce que la nouvelle pour vous en termes d'écriture? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Pourquoi un deuxième recueil de nouvelles? Voilà, alors bon, c'est vrai que je le disais, hein, c'est le rapport au temps dans la nouvelle, il n'est pas du tout comme dans le roman. Alors j'essaie d'écrire un roman et c'est très très difficile, ça demande vraiment un effort pour entrer dans cette longueur, cette durée, pour construire. Il y a beaucoup de choses à construire, on ne peut pas laisser juste ça être, quoi. Il faut que ça rentre dans l'immense buzz d'un roman. Et la nouvelle, elle est aussi très prosaïquement, je dirais, ou très pragmatiquement, elle est pratique quand on travaille et
pas beaucoup de temps à consacrer à l'écriture, et pour en retirer au fond un maximum de plaisir tout en travaillant, c'est quelque chose qui est faisable. On peut tout à fait se trouver des moments et pour écrire sans trop se poser de limites ou de nouveau de consignes. Voilà. Alors après, j'ai essayé d'écrire des romans, j'en ai écrit 2-3, deux qui en tout cas resteront à jamais soit dans les tiroirs, soit plutôt les détruire. Et puis le troisième, j'aimerais bien essayer de le terminer l'année prochaine, parce que je tiens quand même assez à pas mal de choses que j'ai pu mettre dans ce texte-là. Mais pour ça, il faudrait vraiment que j'ai rien d'autre à faire. Et pourtant, vous tordez un peu la nouvelle, parce que vos nouvelles ne sont pas du tout académiques au sens de l'exercice qu'on connaît, de l'exercice de la nouvelle qui est quand même assez codifié en général. Vous moquez un petit peu de ces exigences-là, alors à la fois à l'intérieur même d'une nouvelle et à l'intérieur du recueil. Je ne sais pas si on pense à des auteurs qui pratiquent vraiment la nouvelle, comme je sais pas, Annie Saumon par exemple, où il y aurait une espèce d'unité à l'intérieur des nouvelles entre elles. Vous êtes vraiment affranchie. En fait, Safran, c'est presque un laboratoire. Oui, c'est très rare que j'ai une histoire a priori. Je me dis, je vais raconter cette histoire-là qui commence et qui finit là. C'est vraiment très rare. La plupart du temps, voilà, j'aime bien, j'écris librement et je me pose pas du tout de contraintes. Je me dis, je médite pas dans ma tête. Je me censure d'ailleurs pas non plus du tout. Et les choses, elles se font par petites pièces, comme ça, par petits... Après, tout à coup, je me dis, tiens, mais ça pourrait s'agglutiner à ça. Donc, si je mettais ça avec ça, comme c'est une certaine cohérence, tout à coup, je me dis, je vois la suite. Et je peux rajouter... Voilà, donc souvent, c'est des espèces de juxtapositions ou de collages, de choses qui, tout à coup, me semblent, au fond, être une histoire. Mais c'est toujours après coup, en réalité, jamais avant. Et parfois, parfois, il y a une idée qui serait un peu comme quand on joue à faire comme si. Alors, si on était... si la fin du monde, au lieu d'être un grand choc, c'était quelque chose de très très long. Et si la fin du monde, c'était pas dû à une surpopulation, mais si la fin du monde, c'était dû au fait que les gens vont devenir stériles et vont plus faire d'enfants, et donc vont simplement s'éteindre tout doucement. Qu'est-ce que ça me ferait qu'est-ce que ça ferait comme monde? Donc je crée ce monde-là à partir de juste cette idée. Et puis après, les choses, elles s'enchaînent petit à petit, quoi. En prenant aussi beaucoup d'influence du moment, de choses que je vais tout à coup avoir vécu le matin en achetant un litre de lait, et puis qui vont tout à coup avoir du sens. Faire signe un peu, hein, comme dans effectivement dans certaines maladies mentales, c'est-à-dire de voir autour de soi des signes et de les organiser et de se dire qu'au fond rien n'est par hasard. Je reste un peu dans cette pensée magique dans ma vie qui me donne toujours l'impression que je ne vis pas les choses pour rien, que c'est pas gratuit, que il y a certains moments, il me semble que tout concourt à me faire comprendre quelque chose. Et le chemin importe plus que la destination d'écriture, en tout cas, j'ai l'impression. Absolument. Ouais. Et à tel point que parfois, en fait, vous partez complètement... alors, le rêve est quasiment... Dans presque chaque nouvelle, je crois, il y a un rêve qui est raconté et qui finalement devient une deuxième histoire. À l'intérieur, alors vous avez une nouvelle de 4 pages, mais à l'intérieur, vous avez déjà 2 pages qui sont qui est le rêve d'un des personnages. Et du coup, c'est une espèce de forme libre, très... Oui, parce que justement, le travail du rêve, hein, c'est Freud qui parle de la manière dont le rêve se construit, soit au fond par métonymie ou par métaphore, mais ça, par condensation et par... je n'ai pas l'autre terme qui est utilisé par Freud, mais... et en fait, j'écris un peu comme ça, c'est-à-dire que tout à coup, les choses, elles vont s'agglutiner ou alors elles vont évoquer quelque chose de manière métaphorique, et puis après, donc le rêve, effectivement, il est très très présent, et... Je rêve pas du tout, je suis pas une rêveuse, je dors, j'ai des nuits tout à fait noires, et du coup je profite des moments d'écriture pour rêver ce que je n'ai pas rêvé la nuit.
Et c'est presque, enfin moi il y a des moments où je trouve ça assez savoureux parce que c'est presque, je pense par exemple, se succède la nouvelle congelée, la nouvelle fugue. Alors la nouvelle congelée, c'est sans vouloir déflorer, hein, c'est un personnage qui va enfermer le corps mort de sa mère dans un congélateur, donc c'est assez terrible quand même, enfin, c'est vraiment terrible et c'est très froid, enfin, voilà, c'est un congélateur, mais c'est un univers qui est assez... Et juste après, vous passez à Fugue, qui est l'histoire d'une jeune femme qui perd son chat, et là vous vous mettez dans la peau d'une jeune femme, et alors moi j'ai vraiment beaucoup ri du début à la fin de la nouvelle, parce que vous le faites très bien, et donc ce succède, c'est presque comme un exercice de style en fait, l'ensemble, pris dans son ensemble, en fait, vous passez vraiment... Vous essayez à différentes choses, mais c'est parce on que sent plaisir en oui, fait mais de la pas, langue. c'est vrai, mais c'est pas un exercice de style dans le sens que je me dis jamais ah oui je vais parler comme une punk de 20 ans ou je me dis pas vraiment ça. C'est plutôt que toutes ces langues-là, justement, elles sont en nous, dans chacun de nous. On a plein de langues à l'intérieur de nous. Alors des langues, comme on verra après avec une des pièces du trio parodique sont les langues étrangères qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas ou qu'on imite. On peut faire semblant, je ne sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez petit, je faisais semblant de parler anglais et puis ça marchait très très bien, je pouvais chanter des chansons en anglais, je croyais que c'était juste. Et donc on invente des langages, on en a plein à disposition et c'est vrai que c'est le plaisir de faire surgir ça à certains moments. Ça vient tout seul, c'est pas un projet en réalité. Et d'ailleurs quand même un des fils rouges de sa frange qui en tout cas apparaît dans chaque nouvelle, c'est un peu que peut dire le langage. Ça c'est une question que vous vous posez. Oui, la question de la langue pour moi elle est vraiment assez centrale. C'est-à-dire que bon, l'idée du recueil il est né alors que j'étais dans une exposition où je voyais les peintures d'une amie, d'ailleurs on a une des peintures de cette exposition de Colombier, où cette amie exposait, et j'ai tout à coup pris conscience d'un truc, ça va vous paraître bête, mais j'étais vraiment dans une idée de la langue, voilà, la langue c'est, la mère donne cette langue à l'enfant, il y avait cette transmission, c'est aussi pour ça que je suis très troublée par les Stabat Mater ou les Pietas. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transmission de la langue. On est dans une continuité, on est dans un don. On voit souvent des mamans avec leur enfant dans les bras et cet enfant demande c'est quoi ça et la mère dit c'est un ci, c'est un là, un ciel, etc. Et puis pendant cette exposition, cette amie exposait ses tableaux. On avait discuté un tout petit moment, puis il m'avait dit voilà, il y a aussi en fait la langue, son rôle, c'est de prendre congé du monde, d'une certaine manière. Voilà. Je crois qu'elle citait Christina Campos en me disant ça, mais j'ai pas relu ce bouquin de Christina Campos. Et tout à coup, je me suis dit c'est vrai que des deux côtés de la vie, d'abord la langue, elle nous est donnée par nos parents, notre père ou notre mère. Et ensuite, à la fin, elle peut nous servir encore jusqu'au dernier jour à prendre congé. Des choses, et c'est ce que font effectivement les personnages de la dernière nouvelle qui s'appelle Banquet, puisqu'ils savent qu'ils vont disparaître. Et donc, la langue sert à prendre congé. Et dans cette cérémonie-là, c'est un peu le tombeau du monde. Il y a d'ailleurs plein de tombeaux dans tout le livre, puisque le congélateur où la mère est enfermée est une sorte de tombeau aussi, même si c'est un tombeau pas burlesque, mais une sorte de tombeau presque humoristique d'une certaine manière. Mais donc là, il y a cette question. Donc au fond, et les livres sont un peu des tombeaux. Ils viennent de la voix. Donc là, je fais déjà presque une transition. Ils viennent de notre voix parce que ça, j'y pensais aussi. Je crois que j'ai lu dernièrement une chose, c'est que nous, on pense que la langue, elle vient de notre cerveau. D'accord, quand on fabrique, c'est notre cerveau qui fait tout ce qu'il faut pour parler. Mais il me semble que récemment, j'ai vu que certains chercheurs pensent que les différents organes du corps ont aussi une intelligence. Et donc, on pourrait peut-être faire l'hypothèse que la langue vient de la voix, de la gorge, et pas du cerveau, des cordes vocales. Et c'est vrai que quand on écrit,
la langue, on a l'impression au fond, pas tellement qu'elle vient de là, mais plutôt qu'elle vient de là, de l'intérieur, comme ça, de la gorge, du corps vocal. Et elle va l'exposer dans le livre, qui a cette forme caractéristique du cercueil, quelque part, je pense. Mais qu'on va pouvoir rouvrir à tout bout de champ et faire revivre, comme j'ai pu le faire maintenant avec vous, comme je vais le faire tout à l'heure, pour retrouver au fond non pas une mater dolorosa, mais une mater speciosa, c'est l'inverse, c'est la mère qui donne vie, la mère de la nativité, celle qui stabat mater speciosa. Il y en a très très peu. Il y a Liszt qui a fait ça, j'ai fait une petite recherche, et c'est la mère qui est heureuse justement devant la naissance de son fils et qui va donc faire ce geste de don, quoi. Là, vous parlez de tombeau, mais moi j'ai noté que dans le livre, dans Safran, je sais plus dans quelle nouvelle c'était, mais vous dites les livres sont des lits où les poètes dorment les yeux ouverts. Oui, c'est vrai. C'est très beau. Ça. Oui. Mais c'est aussi un peu un tombeau, puis justement ça parle beaucoup de mort, parce que c'est une protagoniste qui se trouve dans un endroit qui pourrait être la Chine, et puis qui évoque le fait qu'en Chine, on brûle des petits papiers, soit de l'argent, du faux argent, un peu comme des billets de Monopoly, et puis peut-être des petits meubles découpés dans du papier ou des choses comme ça. On peut brûler ça avec les morts. Enfin, on le faisait peut-être il y a longtemps, je ne sais pas si ça s'est peut-être perdu. Et donc tout ça peut aller avec le mort, l'accompagner dans l'au-delà pour qu'il puisse être à l'aise dans sa nouvelle vie. Et vous dites aussi à un moment, les mots se sont terriblement éloignés des choses. Et à la fois, on dirait que ça vous embête pas tellement, cette espèce de rapport au mot qui ne serait plus tellement le signifiant de quelque chose, mais que le mot puisse juste exister par lui-même. Oui. Bon, là, je crois qu'avec cette histoire des mots et des choses, je joue parfois un peu sur les deux tableaux. Parce que d'une part, moi, je suis assez cratiliste, j'aime bien l'idée que le mot et la chose sont très liés, et au fond, dans ces personnages qui parlent, dans cette narratrice du début qui tient tête au fond au néant, par la langue, il y a quand même l'idée que le mot est quelque chose. Alors c'est peut-être pas la chose même, mais est quelque chose. Donc je reste quand même dans cette idée un peu plus cratiliste. Et puis oui, le mot, pour moi, voilà, évidemment, il a une substance sonore. Quand on fait de la poésie sonore, on va jouer surtout là-dessus. Et on va détacher le mot de son sens, mais c'est pour mieux lui donner du sens par ailleurs dans un dispositif. Donc le sens revient pour moi toujours. Alors peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord ici et qui pourront réagir à ça, mais je pense que le mot sert à donner du sens quand même, aussi, prioritairement. Et que, voilà, même quand on utilise seulement cette face-là du mot, qui est la face sonore. Mais vous avez l'air presque contente quand il peut s'échapper du sens, en fait. Par exemple, quand vous parlez du miaou. Oui, le miaou, il ne s'échappe pas du sens. Le miaou, il est le sens même du miaou, donc il ne s'échappe pas. Donc les animaux, la langue des animaux, donc ça c'est dans cette histoire fugue où il y a ce chat qui s'en va. Et donc la narratrice dit, car le miaou n'est qu'un miaou, le miaou s'autodésigne au lieu de désigner un objet du monde. Ouais, mais il se désigne quand même lui-même, donc il est quand même lui. Le miaou, il veut tout dire en soi. Donc la langue des animaux, elle est purement affective et peut-être purement sonore, mais elle est elle-même à se désigner elle-même. Donc au fond, il y a parfaite correspondance entre le son et le sens, dans pour la narratrice, en tout cas, de cette nouvelle, qui adore imiter les bruits des animaux. Parce que ça la détend, en fait. Ça la repose. Alors, vous avez parlé plusieurs fois de ce rapport au tombeau, et puis il y a plusieurs nouvelles qui sont, vous l'avez dit, dans des futurs proches, pas tellement nommés. Je voulais juste peut-être terminer parce qu'il ne reste pas tellement de temps, mais par cette idée je crois que c'était important pour vous, de cette idée d'apocalypse en fait qui règne un petit peu sur l'ensemble du recueil. Oui. Et juste, je vais faire deux questions en une. Safran,
c'est le titre. Enfin, le titre, c'est aussi la couleur qui recouvre à la fin un tableau dans l'exposition dont vous parliez tout à l'heure. Et on dirait que c'est presque une cendre un peu solaire, en fait, qui viendrait un petit peu recouvrir l'ensemble. Alors, peut-être l'Apocalypse d'une part, et puis ensuite, pourquoi safran comme titre? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette poudre-là? Le safran, on en met un tout petit peu de safran dans le risotto. C'est impeccable parce que ça va donner une couleur d'or à tout. Donc là ça joue un peu aussi sur les deux tableaux, ce safran, parce qu'il est à la fois la couleur peut-être de l'irradiation. Puis les personnages où il y a ce tableau, justement, partent dans une espèce de zone interdite qui ressemble fortement à Tchernobyl ou bien à certains paysages de Stalker, le film de Tarkovsky. Donc ils vont dans cette espèce de zone et on ne sait pas ce qui va leur arriver, parce qu'ils vont peut-être mourir, être irradiés, en tout cas être transmutés. Donc il y a peut-être une transmutation, mais c'est une transmutation, c'est tout petit, le safran, c'est une petite pointe de couteau, c'est quand même très modeste et ça reprend aussi l'idée des nouvelles, elles sont petites, c'est pas des textes, c'est des textes qui sont quand même modestes quelque part, en tout cas au niveau de leur ampleur de pages, du nombre de pages. Et puis en même temps, c'est la couleur de la sagesse, parce que il y a pour moi une espèce de chemin, dans cette tension entre soi et le monde. Pour moi, c'est quand même une espèce de quête, de quête de ce que l'humain pourrait être. Alors, donc il y a une sagesse qui est celle de peut-être qui pourrait. On pourrait faire le lien avec la couleur safran des robes des moines bouddhistes. Même si c'est pas bouddhiste du tout. Vous parlez juste de tension entre... cette tension-là, je trouve que peut-être ce sera mon mot final et je ne sais pas ce que vous en penserez, mais cette tension, souvent, à deux niveaux, en fait, c'est la littérature qui vient l'apaiser, parce que à la fois, quand les personnages de vos nouvelles s'échappent par le rêve, c'est une forme pour eux de littérature, d'un petit peu de romanesque à l'intérieur d'une réalité que vous posez d'emblée et qui n'est pas toujours facile, puisque nous sommes dans un monde apocalyptique, mais finalement c'est le rêve, et donc peut-être par métaphore la littérature qui viendrait apaiser ce monde que vous avez, dont vous parlez, qui vous déçoit un petit peu. Oui, sans doute. Je pense qu'il y a une forme peut-être d'espoir, mais sans vouloir être... si vous voulez, l'Apocalypse, c'est quelque chose que je trouve qui est très à la mode. Il y a vraiment beaucoup d'auteurs qui sont aussi des auteurs très moraux, depuis Thomas Bernhardt, en passant peut-être avec aujourd'hui comme américain, il y a William Gass, que j'ai lu récemment, qui fait aussi ça. Et c'est très très bien parce que c'est des auteurs qui se mettent du côté peut-être plutôt du mal, ou qui sont là pour dire que le monde est atroce et qu'il est atroce à cause des humains qui l'habitent. Et c'est quelque chose que je partage en fait complètement. Simplement, je peux pas rester, alors c'est peut-être par caractère, tout bêtement, je peux pas rester dans cette optique très noire, et j'ai besoin d'imaginer qu'on peut transformer, qu'on peut métamorphoser quelque chose, qu'il peut y avoir au fond de la liberté. Donc la liberté, c'est aussi un choix qu'on va faire consciemment, qui ne sera pas de détruire tout, qui sera pas... Alors on ne le fait pas, on n'est pas du tout en train de le faire, c'est tout le contraire, mais Safran, c'est aussi ça, peut-être une petite pointe de quelque chose, si chacun pouvait mettre cette toute petite pointe d'or dans la vie, peut-être que les choses pourraient se transformer et ne pas aller vers le désastre. Alors pour la petite pointe d'or, je crois que les livres ils sont disponibles en bas. Et puis je vais vous laisser peut-être présenter le on va vous Merci faire beaucoup. Une petite... Merci beaucoup. Merci. Peut-être qu'avant qu'on passe à notre petite performance de poésie sonore, donc pour un tour d'hiver, Mater Speciosa, vous avez envie de poser quelques questions? Évidemment.
peut-être. Il y a des questions que... Non. Bon, peut-être après. Ah, oui. C'était pas vraiment une question, c'était une remarque parce que vous avez parlé de la liberté et à l'inverse de l'État qui pourrait devenir trop prégnant avec les panneaux blancs. Et ça m'a fait penser avec une rencontre que j'ai eue récemment avec une personne qui s'est engagée dans le mouvement politique vert libéral. Je m'excuse de faire la publicité. Les verts libéraux, c'est justement, ils prônent plus de liberté, moins d'État et plus de respect de la nature. Voilà, d'accord, ok. Mais ça, c'est de la récupération. Merci. Hein. Okay. Alors, je vais inviter Heike Fiedler et Alexa Montani. On va vous faire une pièce de l'ancien trio Palondi. On a ressorti ces feuilles de nos cartons. On s'est exercé un tout petit peu. Donc, ça n'aura peut-être pas la précision d'antan, mais ce sera en tout cas fait avec le cœur. Et on se réjouit beaucoup. Et voilà, donc vous pouvez lire ici, c'est un texte laqué. Et les arrangements sont des arrangements collectifs. Fais
Tu penses. Comme je suis,